La planification des ressources humaines. Alors donc, si on commence avec les concepts de base qu'on va avoir en planification des ressources humaines, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la planification, c'est un ensemble de stratégies puis de mécanismes. Puis ce à quoi ça vise, c'est trois choses. Gérer les talents, donc les talents qu'on a présentement, les compétences des gens. Répondre aux demandes en personnel, c'est-à-dire s'il n'y en a pas assez ou s'il y en a trop, donc soit engager des gens ou soit licencier des personnes, puis ajuster toute la fonction ressources humaines pour tenir compte des conditions changeantes du marché. Fait que c'est donc je dirais qu'une contribution qui est majeure parce que les organisations sont surtout composées d'employés. C'est souvent la ressource qui est la plus coûteuse pour l'organisation. Et la gestion des ressources humaines, c'est s'assurer qu'on est capable de répondre à ces trois grands volets-là. Ce que ça implique, premièrement, gérer la main-d'œuvre disponible. Les gens qui sont là, les employés, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils vont avoir les moyens pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire? Estimer les tendances futures aussi, parce qu'en gestion des ressources humaines, c'est pas juste de répondre aux besoins immédiats, mais aussi beaucoup de prévoir ce qui va arriver, puis au moment où ça va arriver, d'être prêt. Donc, avoir tous les éléments en place. Faire un diagnostic de la situation présente, puis s'ajuster pour tenir compte des objectifs organisationnels. Parce que ce qu'on voit, c'est que les organisations, de façon systématique, avec le temps, changent et il est nécessaire de s'adapter pour être en mesure de pouvoir changer les choses. Donc, c'est vraiment pas quelque chose. Une fois qu'on a établi un objectif, ça ne veut pas dire que l'objectif va être amené jusqu'à la fin. L'objectif final, c'est optimiser le nombre de personnes, donc avoir le nombre suffisant d'employés, mais pas trop, pour pouvoir faire les objectifs, et également maximiser les opportunités de carrière pour les employés. Fait que tu as donc deux choses. Tu as toujours d'une part pour l'organisation, s'assurer que la main-d'œuvre est disponible, puis pour les employés, s'assurer que ces employés-là vont pouvoir aussi avoir une carrière dans l'organisation. Si on regarde toujours au niveau des concepts de base, le modèle global qu'on a, il faut toujours partir de l'objectif d'affaires. Donc, en ressources humaines, on ne peut pas juste faire du traitement administratif. Il faut que tu partes de où est-ce que l'organisation veut s'en aller. Puis un coup que tu sais ça, bien, après ça, tu vas mettre en place les processus. Et essentiellement, au niveau de la planification des RH, il y a deux choses qu'il faut regarder. D'une part, les ressources elles-mêmes, c'est-à-dire quelles ressources sont à ma disposition aujourd'hui, mais également quelles sont les compétences qui sont à ma disposition. Parce qu'on peut avoir 500 employés, mais il n'y a aucun des employés qui a les compétences nécessaires pour faire, mettons, un nouvel objectif d'affaires. Donc, il va falloir aller en chercher. Ce n'est pas le nombre qui compte seulement, c'est aussi qu'est-ce que les gens sont capables de faire, donc les compétences. Une fois qu'on a ça, bien, il faut déterminer, étant donné le nombre de personnes puis étant donné les compétences, quels sont les rôles et les responsabilités de chacun. Fait que dans le fond, comment le travail va être organisé. Parce qu'on peut faire le même travail avec plus ou moins de personnes. Comment il est organisé, ça va avoir un impact direct sur la façon dont on va être capable de réaliser ou non les choses. Puis du côté des compétences, bien, pour faire ça, il faut que tu sois capable de mesurer les compétences, de savoir exactement où en sont les gens. Alors donc, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, puis à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Tout ça, ça te donne une espèce d'inventaire du personnel actuel. C'est comme ta masse de base, quels sont les gens que j'ai, puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. À partir de là, toujours en fonction de l'objectif qui est donné. Alors, mettons, on prend un exemple, une organisation, tout d'un coup, décide de s'attaquer à un nouveau marché. Je ne sais pas moi, le marché européen. Donc, on est au Canada et comme organisation, tu te dis, bien, c'est un nouveau défi qui est intéressant. Bon, qui qu'on a chez nous dans notre organisation pour faire ça? On a-tu déjà des Européens? On a-tu des gens qui sont en contact avec les Européens? On a-tu des gens qui connaissent la culture européenne, qui connaissent les lois, etc., qui sont capables d'offrir le service du côté européen? Oui, non, peut-être. À partir de là, ça te donne comme ta base. Et là, après ça, tu dis, étant donné ça, bien, il va falloir que j'aie un certain nombre de prévisions pour la main-d'œuvre. Alors, toujours dans la perspective de l'exemple que je disais, que tu veux t'attaquer au marché européen, bien, peut-être que je vais avoir besoin, je ne sais pas moi, d'une dizaine de personnes. Et ces personnes-là devront être en mesure, mettons, de faire de la vente au niveau européen, d'offrir le service au niveau européen, de faire toutes les analyses, etc., légales, professionnelles qui ont rapport avec ce marché-là. Et donc, c'est suite à l'objectif d'affaires et à l'analyse initiale que j'ai faite de mon monde que je suis capable de déterminer où est-ce que j'en suis.
Ça t'amène à te poser la question, est-ce que je dois modifier ou non la main-d'œuvre? Peut-être pas. Alors donc, peut-être simplement, tu te dis, écoute, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et dans ce cas-là, le seul travail que tu as à faire, c'est de remplacer les gens qui partent. Parce que dans le fond, ta masse critique est là. Il faut juste que tu la maintiennes. Par contre, si la réponse c'est oui, tu dois la modifier, bien, des fois, tu dois la modifier en augmentant ta main-d'œuvre, donc en recrutant d'autres personnes, ou en la diminuant, donc mettre les gens à pied. Si dans tes objectifs d'affaires, plutôt que d'avoir de la croissance, tu as de la décroissance, tu dis par exemple qu'il y a un produit qui est plus nécessaire de maintenir, bien, ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi par rapport à ça. Et si c'est que oui, on va avec l'augmentation de la main-d'œuvre ou on doit remplacer des postes, bien là, tu t'en vas en recrutement puis en sélection pour t'assurer que tu as le bon nombre de personnes avec les compétences qui sont nécessaires. Et une fois que ça c'est fait, bien, les nouvelles personnes qui rentrent, tu dois les former, tu dois les développer. Et ça fait partie de ton pool de compétences qui te permet de dire où est-ce que tu en es, puis regarder où est-ce que tu es par rapport à l'objectif d'affaires initial et par rapport à d'autres objectifs d'affaires que tu pourras avoir. Donc, ce schéma-là, il est vrai pour un objectif d'affaires, mais il est vrai pour tous les objectifs d'affaires. Et pour un objectif d'affaires numéro 1, peut-être que la décision à la fin, c'est de dire « j'ai tout mon monde puis je suis correct », mais pour un autre objectif d'affaires, cet arbre de décision-là peut t'amener à dire « non, j'ai soit besoin d'engager du monde ou j'ai soit besoin de mettre des gens à pied ». Fait que ça va être le rôle de la planification des RH de faire ça. Le rôle du département des RH en planification peut prendre différents volets. En fait, il y a 4 volets, puis ça va se déterminer sur 2 axes. Tu vas avoir le premier axe qui est soit la gestion des personnes ou la gestion des processus. Alors, c'est 2 choses que peuvent faire les ressources humaines. Puis, tu as le côté stratégique et le côté tactique. Alors, quand tu combines les deux, les départements RH qui vont être très stratégiques, mais qui sont axés sur les processus, eux autres, ça va être des agents de changement. Fait que dans le fond, ils participent pas aux stratégies d'affaires de l'organisation, mais d'un autre côté, lorsque tu leur dis « je m'en vais là », ils sont capables de mettre en place les processus qui vont permettre de réaliser cet objectif-là. Si c'est stratégique, puis tu gères des personnes, à ce moment-là, tu es un partenaire d'affaires. Alors, tu vas être à la table avec les autres dirigeants de l'organisation pour prendre la décision. Parce que quand tu prends la décision que tu vas du côté A ou du côté B, bien, c'est important de dire comment les ressources humaines, c'est quoi leur impact là-dedans. Tu décides ça, bien, probablement qu'il va y avoir tel et tel impact qui va te coûter X, Y, Z. Ou si tu veux faire ça, bien, tu vas être capable ou tu n'es pas capable étant donné les gens qu'on a présentement. Fait que quand tu es déjà à la table de décision, tu deviens plus un partenaire d'affaires stratégique. Si tu es plutôt du côté tactique, donc tu t'éloignes du côté stratégique, puis tu es vraiment processus, bien là, tu es un expert administratif. Mais là, on est vraiment dans la vision des RH qui date d'une 50aine d'années, où ce que, bon, finalement, tu fais la paye, tu vas faire remplir des formulaires, puis tu vas t'assurer de mettre en place des processus pour la dotation du personnel. Ou tu peux être du côté tactique et de la gestion des personnes, et là, tu es un champion des employés. C'est quelque chose qu'on a observé, je dirais peut-être plus une trentaine d'années, où ce que les GRH étaient perçus comme des personnes qui s'occupaient des employés, mais qui n'étaient pas nécessairement un partenaire avec l'organisation. Alors donc, c'est bien, ça joue un rôle de soutien des employés, mais d'un autre côté, ils ne jouent pas le rôle qui aujourd'hui est probablement le plus déterminant au niveau de la compétitivité, c'est-à-dire d'aider les entreprises à être compétitives et donc à être stratégiques. Au niveau de la perspective temporelle, bien, lorsqu'on fait de la planification des RH, ça se fait à plusieurs niveaux. Tu as, dans un premier temps, de 12 à 18 mois, c'est comme maintenant, là, parce que ça a un impact direct. Fait que donc, il faut répondre aux besoins opérationnels. Il faut couvrir la période de planification des affaires, qui est souvent, tu vas faire un plan stratégique sur 3 ans, 5 ans, mais habituellement, il va être divisé et tu as une première étape qui va se faire dans la prochaine année. Donc, les RH doivent travailler à ce niveau-là. Quand tu parles de 3 à 7 ans, là, on parle plus de la gestion des compétences parce que tu vois les choses venir, puis avec les gens que tu as présentement, puis les autres que tu veux recruter, il faut que tu t'assures que les gens aient toutes les compétences nécessaires pour pouvoir faire le travail qu'ils ont à faire. Puis finalement, tu as la gestion à très long terme. À ce moment-là, on parle plus de la carrière des gens, donc aider les gens à faire en sorte qu'ils vont cheminer dans l'organisation pour que ça soit bénéfique pour eux comme employés, mais également pour l'organisation.
On peut s'attendre aussi à être proactif sur une période de peut-être 3 à 5 ans. Donc, ce qu'on veut faire, c'est la gestion des changements et de voir quelles sont les choses qui s'en viennent. Dans ce cas-ci, ce n'est pas de la boule de cristal, mais en même temps, il faut être capable, comme dans n'importe quelle décision stratégique organisationnelle, de définir quelles sont les possibilités et quelles sont également les menaces ou les choses qui peuvent arriver. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu prépares des plans B. Et donc, pas seulement dire on s'en va là, puis voici ce qu'on a besoin, puis on le fait, mais également, oui, on va le faire, mais en même temps, qu'est-ce qu'on devrait faire si jamais tel et tel événement arrive? Alors, tout ça, c'est, je dirais, les éléments de base lorsqu'on fait de la planification des ressources humaines. Au niveau de la planification des ressources humaines, ce qu'il faut faire, c'est un exercice qui est très similaire à ce qu'on va observer dans une planification globale de l'entreprise. Alors donc, ce n'est pas très, très différent. Dans certains cas, la planification des RH va se faire à même la planification globale de l'entreprise, puis dans d'autres cas, ça va être fait à part. C'est-à-dire que oui, les ressources humaines vont participer à la planification stratégique globale, mais un coup que ça s'est fait de façon indépendante, les gens en ressources humaines vont s'asseoir puis ils vont regarder c'est quoi les enjeux particuliers qui vont toucher la façon dont ils vont gérer leurs ressources. Mettons dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, la première chose que tu vas faire, c'est la même chose qu'un exercice normal. Tu vas regarder quels sont l'environnement externe, quelles sont les contraintes externes. Et habituellement, ce que j'ai vu dans plusieurs organisations, c'est que tu vas avoir les gens qui sont des ressources humaines, donc les directeurs, directrices des ressources humaines ou VP, peu importe, avec les gens qui sont au niveau décisionnel. Mais tu vas inclure habituellement quelqu'un qui est de l'externe, au moins une personne de l'externe, pour te donner une perspective autre que juste la perspective initiale que tu as de tes propres ressources humaines. Donc finalement, pour t'assurer que ton nez n'est pas collé sur les arbres puis que tu as une meilleure vision de la forêt. Alors, ça m'est arrivé régulièrement, puis lorsqu'on va faire le travail ensemble, lorsqu'on va se rencontrer, c'est une des choses qu'on va faire, donc un exercice où on va essayer de déterminer quelles sont les façons de faire au niveau de la planification des RH. C'est des exercices dans lesquels j'ai eu la chance de participer, où j'étais la personne externe qui va poser les questions, qui va challenger. Par rapport à ça, tu as également dans ta prise de décision, de planification RH, de tenir compte de la stratégie de l'organisation. Parce que planification des ressources humaines, ça ne peut pas se faire indépendamment de où est-ce que l'organisation va. Il y a eu des moments dans l'histoire ou le développement des RH où ce que ça se faisait. La planification des RH, c'est que les gens s'assoyaient autour d'une table puis disaient, finalement, combien de formations est-ce que je vais donner dans la prochaine année? Combien d'employés est-ce qu'on devrait, où est-ce qu'on va trouver les employés qu'on a besoin pour la prochaine année? Donc, on était beaucoup du côté opérationnel et pas tant du côté de prendre une décision, mais une décision qui est reliée aux objectifs d'affaires. Fait qu'il faut, lorsqu'on fait ça, s'assurer qu'on comprenne bien c'est quoi les objectifs qui sont recherchés par l'organisation. C'est-tu la croissance? C'est-tu la décroissance? Est-ce que ce sont des objectifs économiques précis? Est-ce qu'on cherche surtout la rentabilité? Est-ce qu'on cherche le développement, la qualité, etc.? Donc, tous ces éléments-là doivent être définis au départ et pris en considération au moment où on fait la planification des ressources humaines. Une fois qu'on a ça, il faut regarder après ça l'environnement interne. Parce qu'on fonctionne, mais on fonctionne avec les gens qu'on a. Alors donc, on a parlé un petit peu plus tôt de dire, quelles sont les compétences des gens, combien de personnes que j'ai, etc. Mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. Il faut comprendre c'est quoi la performance financière de l'organisation, c'est quoi le climat organisationnel, quelles sont les caractéristiques de l'entreprise, la culture de l'entreprise, la façon dont ça fonctionne. Donc, on met l'accent sur la compréhension de comment ça fonctionne dans l'organisation. Parce qu'on va le voir lorsqu'on va parler de la culture organisationnelle. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas décider qu'une organisation va virer à 90 degrés du jour au lendemain. Il faut que tu tiennes compte de la façon dont les choses sont faites. Et ça, c'est un des éléments qui est important. Alors donc, il faut identifier les capacités internes de l'organisation. Habituellement, ce qu'on va demander, ou ce que le rôle des ressources humaines, ça va de tenir un inventaire de qu'est-ce qu'il y a au niveau des ressources humaines. Et là, on parle d'un système intégré de ressources humaines, ou un SIRH,
sur lequel on va parler. Et là, dépendant des organisations, il y en a qui sont très développées, donc qui vont faire l'acquisition d'un SIRH d'une très grande compagnie qui offre ce genre de service-là. Et jusqu'à les gens qui vont le faire sur papier ou qui vont utiliser des fichiers Excel pour faire le suivi des données. Évidemment, ça va dépendre de la grandeur de ton organisation. Mais en même temps, moins tu vas avoir d'informations qui est cohérente et que tu peux analyser, et plus ça va être difficile pour toi de savoir exactement où est-ce que tu en es pour pouvoir prendre des décisions. Fait que donc, les SIRH, aujourd'hui, c'est un enjeu qui est crucial. Après ça, il faut identifier les capacités futures requises pour l'organisation. Donc, quels sont les besoins en RH? Fait qu'un coup que tu as regardé où est-ce que tu en étais toujours à l'interne, quels sont les besoins futurs? Si tu es en expansion, tu vas avoir besoin de nouvelles personnes. Si tu es en décroissance, tu vas avoir moins de besoin de personnes. Et malgré ça, quels sont les emplois qui doivent être comblés? Combien d'employés est-ce que j'ai besoin? Par rapport à ces employés-là, quel est le niveau d'expertise? Et donc, comment est-ce que ça va me coûter? C'est quoi le marché de l'emploi? Si le marché de l'emploi est difficile, bien, ça va me coûter plus cher. Si le marché de l'emploi, il y a plein de gens qui posent leur candidature pour un emploi, c'est sûr que ça va me coûter moins cher, je vais avoir plus de choix. C'est juste qu'il ne faudrait pas que je me trompe. Fait que dans le fond, ce que l'objectif des ressources humaines doit être fait là-dedans, toujours à l'interne, c'est d'identifier ce qu'on appelle les deltas. Et le delta, ça va être la différence entre la situation actuelle puis la situation qui est voulue. Donc, on compare ce qu'on a, tant en termes de nombre de personnes qu'en termes de compétences, qu'en termes de tout ce qui est présent au niveau de système ressources humaines pour déterminer ce qui nous manque pour arriver au final. Et là, à partir de là, bien, on va être en mesure de prendre des décisions. La dernière étape dans la planification stratégique des ressources humaines, c'est justement d'arriver avec un plan. Donc, d'établir c'est quoi les objectifs qu'on recherche, des objectifs à la fois économiques et humains, et de déterminer si on doit faire l'acquisition de personnel ou en tout cas, peu importe, le développer, les motiver, les engager. Quelles sont les actions finalement qui doivent être mises en place au niveau ressources humaines? Lorsqu'on parle de l'organisation du processus de planification comme tel, donc on a touché un peu à cet élément-là, faire ressortir toutes les données du SIRH, identifier les besoins majeurs de l'organisation, donc établir les deltas, on l'a vu, puis créer un groupe de planification stratégique, on l'a mentionné également. Lorsqu'on fait ça, il faut aussi être conscient de la politique organisationnelle qu'on a par rapport aux ressources humaines, parce que toutes les organisations ne voient pas les ressources humaines de la même façon. Alors, je vous donne ici 7 différentes approches qui peuvent être privilégiées par une organisation. Puis ça ne veut pas dire que l'organisation va juste prendre une. Des fois, c'est une combinaison de plusieurs, mais ça donne quand même une idée sur qu'est-ce qui est privilégié ou qu'est-ce qui est considéré comme important. La première, c'est la dépendance des ressources. Fait que donc, les ressources sont considérées comme, les ressources humaines sont quelque chose de valeur et on doit les traiter avec professionnalisme. Alors, si vous rentrez dans des organisations qui sont, mettons, de nature, je ne sais pas moi, une firme d'avocats ou une firme de comptables ou des ingénieurs, bien, ce sont des firmes qui vont mettre beaucoup d'accent sur les compétences et la valeur de chacune des personnes et donc la façon dont on va aborder tout ce qui est la planification va tenir compte du fait que chacune des ressources a une valeur qui est très importante. Deuxième façon de voir les choses, c'est une façon qui est plus institutionnelle. Donc, on va mettre des normes en place. C'est basé sur des valeurs, des mythes, sur des façons de faire. Et donc, on va mettre à pied ou on va embaucher en fonction de cette culture-là. Pendant plusieurs années, dans le domaine de l'information, de la technologie de l'information, je me souviens très bien dans le cas de Apple, pendant plusieurs années, ce qu'on disait, c'est que les gens qu'on va recruter chez nous, on va très bien les payer. Ce sont des ressources de haut calibre, mais en même temps, on va maximiser leur productivité, même si au bout de 2 ans, ils sont brûlés puis ils s'en vont. C'est pas grave. La façon de le voir, c'est que c'est ce qu'on fait. Puis 2 ans après, quand ces personnes-là s'en vont, bien, je recrute une nouvelle personne qui va amener une nouvelle vision, puis je vais utiliser la même approche. Fait que donc, cette approche-là, qui est basée sur une culture de maximisation de la productivité, va t'amener à prendre des décisions tout à fait différentes d'une fois à l'autre. Une autre organisation va plutôt dire, non, moi, une fois que j'ai les gens chez nous,
c'est tellement long avant qu'ils apprennent la culture, avant qu'ils apprennent toutes les choses, que je veux les garder pour plusieurs années. Et si je veux les garder pour plusieurs années, bien, la façon dont je vais les recruter va faire en sorte que le fit va être beaucoup plus important d'une part. Et d'autre part, une fois qu'ils sont rentrés dans l'organisation, tout ce que je vais mettre en place en termes d'approche, de processus politique, etc., va viser à ce qu'on soit en mesure de trouver la meilleure façon de les retenir. Troisième façon, c'est de voir les ressources humaines comme un avantage compétitif. Fait que dans le fond, tu dis, si je vais chercher les meilleures ressources, c'est moi qui vais offrir le meilleur service et donc je vais être en avant de la compétition. Alors ça, ce que ça veut dire dans le fond, c'est que tu es prêt en termes de rémunération à payer plus cher, tu es prêt à aller chercher des gens que tu as exactement besoin, puis une fois que tu les as, bien, tu vas leur donner tous les moyens pour s'assurer qu'ils demeurent les meilleurs. Fait qu'encore là, la façon dont tu vas gérer tes ressources humaines va être complètement différente. Une autre façon qu'on va voir, je l'ai vu régulièrement dans les très grandes organisations dans le secteur public, c'est des approches qui sont formelles. Alors là, dans ce cas-là, tout est normé, mais au maximum. Donc, lorsqu'on va faire l'évaluation, mettons, des gens pour un poste, il va y avoir des processus, il faut que tout soit suivi de A jusqu'à ZZZ. Donc, pour qu'on puisse dire que tout a été fait de façon équitable et les normes vont passer avant l'objectif final qui est peut-être même d'avoir les meilleures personnes en poste. C'est une façon de faire qui est très différente des autres, qui peut être combinée à d'autres, mais qui a quand même un impact non seulement sur la façon dont tu vas acquérir les ressources humaines, mais même au niveau de la formation, qui va avoir la formation, comment d'argent tu mets, comment tu évalues tes ressources, etc. Tout ça peut être très normé. L'autre approche, c'est une approche qui est systémique, alors qui se dit que dans le fond, les ressources humaines, c'est juste un sous-système de l'organisation qui fonctionne avec le sous-système des finances, qui fonctionne avec le sous-système du développement des affaires. Donc, les décisions qui sont prises et la façon de gérer, c'est vraiment en synergie avec les différentes fonctions. On va essayer ensemble de déterminer quels sont les objectifs globaux de l'organisation. Puis les ressources humaines, la façon de fonctionner, c'est de s'assurer qu'on est des bons partenaires avec les autres sous-systèmes de l'organisation. Autre façon de vision, de voir la façon dont on va gérer les ressources humaines en planification, c'est une approche économique. Alors, dans ce cas-là, l'approche économique, c'est essentiellement, ça me coûte X, Y, Z pour gérer mes ressources humaines, les acquérir, les former, les développer, la carrière, etc. Qu'est-ce que ça me rapporte? Là, on est plus proche de ce qu'on parlait lors du dernier cours, Big Data, etc. On va vraiment essayer d'accumuler le maximum d'informations sur des indicateurs de rendement. Et on va gérer les ressources humaines pour maximiser le retour sur l'investissement qu'on met dans les ressources humaines. Puis finalement, le dernier, c'est qui a rapport avec l'approche selon le cycle de vie. Alors, pour une organisation, tu peux être dans un cycle de vie X, Y, Z, mais dans une même organisation, tu peux avoir différents produits qui sont dans différentes phases de cycle de vie. Bien, dépendant des différents produits et des gens qui sont associés à ces produits-là, est-ce que tu vas investir plus? Vas-tu investir moins? Ou à l'inverse, est-ce que tu vas te départir des gens? Est-ce que tu vas les former? Comment tu vas les évaluer? Quels sont tes objectifs? Alors donc, toute ta gestion des ressources humaines va tenir compte essentiellement du cycle de vie. C'est important de bien comprendre ça parce que quand on fait la planification des ressources humaines, surtout si tu es nouveau dans une organisation ou si tu es un consultant externe qui arrive, c'est qu'il faut que tu comprennes c'est quoi qui est visé ou l'objectif ou les valeurs ou la culture de base sur laquelle les décisions sont prises parce que selon ça, tu ne prendras pas les mêmes orientations. Pour établir les prévisions en fonction de l'information qu'on a pour les ressources humaines, on peut se baser sur différents éléments. La première, c'est une évaluation qui est sociale. Une évaluation sociale, surtout pour les ressources, c'est de se poser la question, bon, le système éducationnel, le système éducatif, il sort combien de personnes par année? OK, alors j'ai X nombre de personnes qui terminent avec, je ne sais pas moi, une technique en X, Y, Z. Est-ce qu'à partir de là, je vais être en mesure d'aller chercher les gens? Donc, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir combler mes postes en fonction de ce nouvel arrivage-là? S'il est suffisant, tant mieux.
S'il y en a plus que qu'est-ce que j'ai besoin, encore tant mieux, je vais choisir ce que j'ai besoin. Par contre, s'il n'y en a pas suffisant, ça veut dire quoi? Est-ce que je vais aller chercher des gens dans d'autres entreprises? Est-ce que je vais former les gens? Donc, je vais les prendre avec moins de compétences, moins de connaissances, mais je vais les former. Donc, c'est une question qui est vraiment fondamentale et c'est une des façons d'approcher la planification des ressources humaines. Deuxième, c'est purement quantitatif. Donc, c'est combien? Je prends mon SIRH, voici le nombre de personnes que j'ai, voici le nombre de personnes que j'ai besoin. Tu regardes tes deltas, tu regardes où tu t'en vas, tu regardes tes projets. Et là, à partir de là, tu vas déterminer combien est-ce que tu as de personnes pour faire tes ressources humaines. Et c'est comme ça que ta planification va être faite, donc plus du côté chiffré. Une autre approche, c'est qualitatif. Donc, le qualitatif, ça va plutôt avoir des experts, donc des gens qui connaissent ça, et qui vont déterminer chacun de leur côté le nombre d'employés dont ils ont besoin, les compétences dont ils ont besoin, et tous les besoins exprimés en termes de développement, de tout ce qu'ils ont besoin pour qu'au moment où tu fasses ta planification, tu tiennes compte de leur avis et que tu le mettes en place. Puis finalement, il y a des approches qui sont mixtes. Donc, ces approches-là vont tenir compte un peu de tout ça, un peu du social, du quantitatif, du qualitatif, et qui va te permettre de déterminer quelles vont être tes actions. Peut-être vous donner un exemple de ça. J'ai eu la chance de travailler avec une grande compagnie française, Gaz de France, donc GRDF, qui avait un problème particulier. Alors, le problème particulier de GRDF, c'était le suivant. Ils ont un groupe d'emplois qui forment une très grande proportion de leur main-d'œuvre, qui sont les gaziers. Et les gaziers, ce sont des gens qui travaillent à l'extérieur, qui vont changer les tuyaux dans les rues, qui vont amener le gaz de l'usine jusqu'aux maisons des particuliers et qui vont offrir tous les services d'urgence, etc. Deux grandes difficultés qu'ils ont. Première difficulté qu'ils ont au niveau de la planification des ressources humaines, c'est que l'organisation dans son ensemble a déterminé que c'était important avec les coûts qui sont associés avec tout ce qui est le pétrole et même au niveau de l'électricité. En France, l'électricité est moins présente, c'est de l'électricité atomique beaucoup. C'est de dire, bien, on va augmenter notre marché. Bien, pour faire ça, ça te prend plus de personnes. Alors, si on visait de revirer dans un premier temps pour regarder au niveau social. OK? Au niveau social, qu'est-ce qu'on a en termes de finissants qui peuvent occuper des postes de gazier? Premier constat, il n'y en a pas, ou il y en a très peu. Oui, il y a des diplômes qui sont donnés pour que tu deviennes gazier, mais souvent, la majorité des gens qui vont terminer ce diplôme-là vont aller dans des usines. Donc, ils vont travailler sur des grosses machines à gaz, mais ils vont travailler à l'intérieur. Parce que le travail de gazier chez GRDF, c'est des gens qui travaillent à l'extérieur. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Alors donc, il y avait un problème de ce côté-là. Quand ils regardaient au niveau quantitatif puis qualitatif, bien, ils voyaient qu'il n'y avait pas suffisamment de gens et même que les gens à l'interne maintenant qui partaient, il y avait de la difficulté à les remplacer. Fait que donc, premier problème qu'on avait au niveau des RH, pas suffisamment de personnes pour occuper les emplois compte tenu de l'objectif d'affaires de Gaz de France. Deuxième problème, ce n'était que, en très grande majorité, des hommes qui occupaient ces emplois-là. Or, GRDF s'était donné comme objectif d'être une organisation qui est représentative de son milieu et donc d'avoir beaucoup plus de femmes, d'avoir des gens des communautés, d'avoir des gens de différents âges, d'être représentatif finalement de la population et pas seulement d'être homogène par rapport à un type de personne comme tel. Fait qu'il y avait donc ces deux choses-là. On a donc décidé, donc les gens, le vice-président ressources humaines là-bas, a donc décidé de faire une planification stratégique. Et comme c'était un de mes bons amis, un de mes bons clients, il m'a invité pour qu'on y travaille. Et là, ce qu'il a fallu faire pour des ressources humaines, c'est d'essayer d'être créatif. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de personne pour ces postes-là. Alors, on a décidé d'utiliser une approche qui est complètement différente, qui est très peu utilisée en France, soit l'utilisation de la gestion des compétences. Alors, on s'est dit, au niveau des connaissances, au niveau des gens qui ont déjà les compétences, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va identifier quelles sont ces compétences-là, puis on va voir si on ne pourrait pas trouver ces compétences-là ailleurs. Et c'est donc ce qu'on a fait. On a fait des profils, puis on s'est aperçu que, bon, les gens qui sont gaziers, ce sont notamment des gens qui aiment travailler à l'extérieur, ce sont des gens qui aiment les urgences, un peu comme les pompiers, comme les policiers. Ce sont des gens qui ont donc un profil de compétences particulier.
La deuxième question, une fois qu'on a fait ce profil-là, on s'est posé la question, OK, mais où est-ce qu'on va les retrouver, ces gens-là, étant donné qu'ils ne sortent pas avec des diplômes? Et là, bien, en faisant un remue-ménage, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, bon, ce genre de personnes-là, surtout si on veut recruter à la fois des hommes et des femmes, un des moyens, ce serait probablement l'armée. En France, les gens, lorsqu'ils terminent un service militaire, peuvent décider de prendre leur retraite, des fois relativement jeunes. Tu vas avoir des hommes, tu vas avoir des femmes, mais c'est souvent des gens qui, de toute façon, avaient choisi ce métier-là parce qu'ils aimaient ça être à l'extérieur, ils aimaient ça l'urgence, etc. Autre endroit qu'on pourrait trouver ce profil-là, les pompiers volontaires. Alors, les gens qui veulent devenir des pompiers, qui sont volontaires pour le faire, mais qui en même temps n'ont pas d'emploi stable là-dedans, bien, c'est aussi un peu le même profil. Troisième type, les gens qui travaillent sur des fermes. Alors souvent, sur les fermes, oui, tu vas avoir du travail qui va être fait, mais dans certains cas, tu n'as pas suffisamment de travail pour tout le monde. Et ces gens-là qui aiment travailler de leurs mains, qui aiment travailler à l'extérieur, qui aiment travailler également dans des situations qui sont urgentes, donc travailler avec la météo qui change constamment, bien, ces gens-là, c'est une autre possibilité d'aller chercher des personnes. Puis finalement, le dernier qu'on a identifié, c'est les clubs de motards. Parce que tu vas avoir des hommes, tu vas avoir des femmes, c'est des gens qui aiment être sur des machines à l'extérieur, un petit peu d'aventure. Fait qu'on a donc identifié ces gens-là et par rapport à la planification des RH, on s'est dit on va faire du recrutement, on va prendre les personnes qui sont les plus compétentes parce qu'on va les évaluer à l'aide des tests, on va les intégrer, on va les former, puis on va faire en sorte que ces gens-là deviennent compétents dans leur emploi. Bien, grâce à cette planification-là, ce que ça nous a permis de faire, c'est de faire en sorte qu'ils ont été capables de recruter non seulement le nombre de personnes qu'ils avaient besoin pour les emplois, mais également presque de décupler le nombre de femmes qui pouvaient avoir accès et qui ont eu accès à ce poste-là. Et une fois qu'elles ont été formées, on a fait une étude 1 an ou 2 ans plus tard pour voir comment est-ce que les gestionnaires étaient satisfaits de leur travail. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'ils étaient extrêmement satisfaits. Donc, planification RH, bien identifier quels sont les deltas. Donc, regarder la situation actuelle, la situation désirée, la situation qui est probable, étant donné les perspectives qu'on a, la vision qu'on a, et à partir de là, bien, mettre en place les solutions qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je vais donner un exemple précis sur la façon de le faire, mais dans les autres politiques que les organisations doivent déterminer, c'est comment est-ce qu'on fait l'acquisition des personnes. Et là, les Anglais vont dire des 3B, donc c'est soit build, donc on va développer les talents à l'interne, c'est soit buy, on va aller acheter ou recruter des gens qui sont déjà compétents puis on va payer pour, on est prêt à donner des salaires importants, ou borrow, lorsqu'on va plutôt utiliser des agences qui vont nous fournir du personnel, mais plus sur une base à temps partiel pour nous aider à répondre aux besoins immédiats. Il faut également identifier la stratégie qu'on appelle la stratégie de backfill, c'est-à-dire qu'une fois qu'un employé part, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remplace automatiquement? Est-ce qu'on va distribuer le travail avec les personnes qui sont déjà en place? Ou est-ce qu'on va simplement toujours réévaluer? On en a-t-il encore besoin de ce poste-là? Et si oui, on réembauche. Sinon, bien, on prend cet argent-là puis on va le mettre ailleurs. Puis finalement, bien, il faut se déterminer quelle est notre stratégie en termes de diversité, alors, tant au niveau culturel, diversité de genre, diversité d'âge, etc., pour s'assurer d'être le plus représentatif possible de l'environnement dans lequel l'organisation œuvre. En terminant, lorsqu'on fait de la planification des ressources humaines, la dernière portion, c'est opérationnaliser qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, lorsqu'on fait la planification des ressources humaines, ce n'est pas juste d'avoir des plans, ce n'est pas juste d'avoir des objectifs qu'on se fixe, mais également d'avoir des moyens concrets pour pouvoir y répondre. Et pour ça, en ressources humaines, on en a plein. On a plein d'outils, finalement, qui nous permettent d'atteindre les objectifs d'affaires de l'organisation et les objectifs RH qui, eux, vont être capables de répondre aux objectifs d'affaires de l'organisation. Alors, on peut restructurer, première façon de faire. Donc, nouvelle répartition des postes, nouvelle répartition des responsabilités. En d'autres mots, on utilise les gens qu'on a déjà, mais on les assigne à différents endroits. Alors ça, c'est une façon qui peut être intéressante, surtout lorsqu'on n'a pas les moyens d'accroître de façon importante les ressources humaines ou la quantité d'employés qu'on a dans notre organisation. On peut décider de développer les compétences ou de ne pas les développer. Puis si on les développe, bien, décider quelles sont les compétences qu'on veut faire. Puis on veut avoir une approche ciblée.
On veut-tu développer un certain type particulier de compétences? Ou on va avoir une approche qui est plus globale en disant, bien, écoute, on va vous rembourser vos frais de scolarité ou vos frais d'inscription à différents ateliers dans la mesure où vous démontrez qu'il y a un lien direct avec l'emploi que vous faites. Ou même dans certains cas, je l'ai vu par exemple chez l'Auto-Québec qui remboursait les frais de n'importe qui décidait d'aller prendre des cours. J'ai même eu, c'est assez rigolo, mais quand même, une des employés a dit, ben moi, je veux aller à l'école de l'humour. Bon, tu es à l'Auto-Québec, tu vas aller à l'école de l'humour. Moi, je peux décider comme employeur, ça n'a pas d'allure, là, je ne te rembourserai pas des frais. Mais comme la politique, c'était de fournir ou de rembourser des frais de scolarité, peu importe, parce que c'est le développement des gens, ils ont décidé d'aller de l'avant. Bien, une fois que la personne elle a gradué, elle a décidé de travailler pour les ressources humaines, puis de développer de la formation qui était basée sur l'humour. Et donc, finalement, être capable de transformer ou dynamiser la formation qu'elle donnait en utilisant l'humour. Donc, l'organisation y a gagné, même si au départ, ce n'était pas évident. Tout ce qui a rapport avec le recrutement, le outsourcing, qu'est-ce qu'on fait? On compte-tu les postes? On va-tu, quand on parlait tantôt de build ou bien non de buy ou de borrow? C'est la décision qu'on doit prendre, mais peu importe la décision qu'on prend, comment est-ce que ça se fait? C'est quoi notre plan pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Gestion de la performance, on va en reparler plus tard, il y a un cours spécifique sur la gestion de la performance. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer le rendement? Est-ce que c'est par les comportements? Est-ce qu'on va évaluer le rendement sur les objectifs qui ont été fixés? Un petit peu des deux. C'est quoi notre approche en termes de discipline vis-à-vis les employés? Donc, tout ça doit être déterminé en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Même chose pour la rétention, la satisfaction, l'engagement des employés. Jusqu'à quel point est-ce que je m'implique là-dedans? C'est un élément qui est important. On va le voir lorsqu'on va parler de l'engagement. Il y a des organisations qui ont décidé d'investir là-dedans, de dire, moi, je veux que mes employés soient plus motivés, plus engagés, parce que je le sais que lorsque ça arrive, mon retour sur l'investissement est très important. Alors donc, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Tu vas faire des sondages? Est-ce que c'est un sondage annuel? Est-ce que c'est un sondage à tous les mois? Puis comment est-ce que tu vas réagir à ce sondage-là? Qui est-ce que tu vas impliquer, etc.? Tout ça doit être pris en considération au moment de la planification des RH. Gestion des carrières, on va en parler aussi, il y a un cours sur la gestion des carrières. Donc, comment est-ce que tu peux t'assurer que les gens qui aujourd'hui occupent un poste dans l'organisation, bien, les amener à leur donner des opportunités qui vont les amener plus loin. Parce que plus tard, tu vas avoir besoin de ces champs-là. Pas nécessairement dans l'emploi qu'ils occupent actuellement, mais tu espères qu'ils vont avoir évolué, puis ils vont avoir développé des compétences qui vont te permettre de répondre à des besoins que tu n'as pas nécessairement identifiés présentement. Tout ce qui a rapport avec le développement du leadership, c'est important aussi. Beaucoup d'organisations vont investir des sommes importantes pour s'assurer que leurs superviseurs, que leurs gestionnaires, leurs cadres soient des bons leaders, parce qu'on le sait, puis on va en parler du leadership également, que c'est un des éléments qui va avoir un impact important sur la productivité des gens, sur le climat de travail, sur beaucoup de choses dans l'organisation. Alors, comment est-ce que tu gères ça? Puis comment est-ce que tu t'assures que ce leadership-là il est en lien avec les objectifs stratégiques que tu t'es fixés? Puis finalement, la rémunération et les avantages sociaux, ça aussi, on va en reparler, parce que la rémunération te dit qu'est-ce que tu t'attends. Donc, dans le fond, tu vas payer pour quelque chose. Tu vas payer pour une tâche, pour une responsabilité, pour un comportement, puis tu ne payeras pas pour d'autres choses. Alors, est-ce que tu vas payer, par exemple, pour la quantité d'objets qui sont produits? Ben oui, si tu fais ça, c'est correct. Mais à ce moment-là, tu valorises la quantité plutôt que la qualité. Si tu veux payer pour la qualité, ben tu vas peut-être payer ou pour l'innovation, peu importe. Ben là, ton système de renforcement ou de rémunération devrait normalement être en lien avec les objectifs que tu t'es fixés. Alors ça aussi, ça fait partie des questions que tu dois te poser et des solutions que tu dois apporter au niveau de la planification des ressources humaines. Une fois que tu as fait tout ça, ou en même temps que tu fais tout ça, je dirais, il faut que tu tiennes compte de plusieurs contraintes. Tu ne peux pas juste t'asseoir puis être sur une chaise berceuse, rêver à toutes les belles affaires que tu voudrais faire en RH. Il faut que ça marche avec un budget. Donc, tu as X montant d'argent que tu peux investir là-dedans, soit en termes de salaire d'employé, soit de la formation, soit n'importe quoi que tu vas avoir. Tu vas avoir un système SIRH, c'est beau, mais ça coûte de l'argent. Est-ce que tu as les moyens de le faire? Le temps.
dépendant du temps qui est associé aux objectifs d'affaires qui ont été identifiés, bien, ça va aussi déterminer jusqu'à quel point toi, tu disposes de temps nécessaire pour faire les choses. Contraintes au niveau de la sociale santé. Alors, tu vas avoir des circonstances, comme on a vu dans le temps de la pandémie, qui fait en sorte que tu dois te comporter d'une certaine manière et tu dois organiser ton milieu de travail pour répondre à ça. Mais c'est dans le milieu industriel, bien, tout ce qui est santé, sécurité va avoir des contraintes que tu vas devoir suivre également. Éthique et responsabilité, marché du travail, politique, loi, règlement. En fait, il y a beaucoup de contraintes qui font que entre le delta que tu as identifié et les actions que tu mets en place, il y a un certain nombre de ces actions-là qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas. Puis dans celles qui sont possibles, elles doivent être faites, mais en tenant compte des contraintes. Donc, pas nécessairement de la façon idéale dont tu aimerais le faire. Finalement, ben, c'est quoi le rôle opérationnel du département des RH là-dedans? Alors, c'est sûr que tout ce qui a rapport avec acquérir des nouvelles ressources, orienter les employés, formuler des politiques, bon, je vous laisse la liste, vous en prendrez connaissance, mais ce sont les fonctions, je dirais, classiques qui appartiennent au département des ressources humaines, mais ce sont des fonctions qui sont centrales et ce sont des leviers qui sont importants. Et si on veut faire un travail qui est correct, et qui est stratégique dans l'organisation, bien, toutes les fois qu'on prend une décision, il faut se revirer puis regarder l'ensemble de ces éléments-là pour voir comment est-ce qu'on va être capable de les utiliser pour atteindre les objectifs. Dans le cadre du travail que vous allez avoir à faire, ça, c'est un des éléments qui va être important. Donc, il faut toujours tenir compte non seulement des objectifs qu'on se fixe, non seulement de s'assurer que c'est en lien avec un objectif d'affaires X, Y, Z, mais c'est important de dire dans quoi est-ce que ça s'inscrit. Okay, alors donc, c'est quoi les contraintes? Comment est-ce que je vais le faire? Quels moyens je vais utiliser? En ressources humaines, tu ne peux pas tout utiliser. Tu ne peux pas tout faire. Il faut que tu fasses des choix. Et il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui va être le plus rentable ou qu'est-ce qui va être le plus efficace par rapport à l'objectif d'affaires que je me suis donné? Voilà, ça complète la planification des ressources humaines. Ça nous donne, finalement, les 2 premiers cours nous ont donné une espèce d'élément global de où est-ce qu'on en est, tant au niveau des tendances qu'au niveau de la situation actuelle, puis où est-ce qu'on s'en va. Et là, on va commencer à regarder, toujours dans un milieu un petit peu plus global, mais dans quoi est-ce que ça s'inscrit. Puis la première chose qu'il faut regarder lorsqu'on fait des ressources humaines, c'est quoi la culture de l'organisation, c'est quoi les valeurs de l'organisation. Fait qu'on va toucher à cet élément-là dans le prochain cours.